Et bonjour à tous, ravi de retrouver pour l'émission du samedi 28 décembre 2024. On se retrouve à seulement 72 heures de la fin du mois, du trimestre, du semestre et de l'année. Avec un BTC juste sous les 95 000 $, ça fait pas mal le yo-yo sur cette semaine qui clôturera l'année 2024. On va voir sur ce début janvier où il va y avoir pas mal de changements, notamment nous pour la zone européenne, et ça va être le sujet du jour face à Mika, face au ban entre guillemets de l'USDT, et on va voir ce qu'on peut faire, ne pas faire. Est-ce que ça devient illégal entre guillemets? C'est le sujet du jour et qui va être traité donc dans quelques instants au niveau du fil Twitter. En tout cas pour l'instant on voit que le top 20 est plutôt soit à l'équilibre ou léger dans le rouge. On a quand même du moins 6% en daily poursuit et du moins 8 pour Chainlink quand on n'est pas sur du 14 à moins 20 en hebdomadaire. C'est également le cas pour Aptos par exemple. Quand on regarde jusqu'au top 35, on a Mantra, DAO et Monero qui sont dans le vert léger, d'ailleurs à l'équilibre plus ou moins sur une semaine, c'est à noter. Virtual Protocol qui continue sa montée, 3,10 milliards de capitalisation, 3,42$ à plus 234% en mensuel, plus 3% pour OKB, et ensuite le top se clôture sur Phantom, Stacks, Optimism, Bank, Immutable X et Celestia qui sont tous dans le rouge en hebdomadaire. L'action de prix en 4 heures, donc on essaie de défendre cette zone autour de 93,8. Elle peut même descendre légèrement sous les 93 000, 92, 93, mais en tout cas pour l'instant c'est vrai qu'on avait une petite épaule tête-épaule en devenir peut-être, ou une contraction de prix entre ces deux bornes, on va dire basiquement les 90-92 et les 108 000 $ qu'on a dépassé récemment. Vous voyez qu'au niveau des Open Interest, on n'a toujours pas de retour institutionnalisé qui devrait se faire sur la première semaine de janvier, et le Crypto Fear and Greed pour sa part qui est à 72 dans l'euphorie, mais pas l'extrême euphorie, ce qu'on peut observer ici très largement aussi en fonction de cette phase de marché un peu en ventre mou comme on l'appelle. Donc le prix va sortir très certainement sur la première semaine de janvier assez fort de cette zone de contraction autour de 90-95. Est-ce que ça part en direction des 85, voire par la suite autour de 75-80, ou est-ce que à nouveau on rebalait le haut du range entre 100 et 110 000 $? C'est là toute la question pour début 2025, et finalement par rapport à ce qui est mis en avant en ce moment, je fais un petit aparté avec Tommy Doziek de Zone Bourse avant de parler que de crypto. Pour lui, les 5 convictions pour 2025, ça serait que le S&P 500 Equal Weight surperformerait l'indice qui ne serait pas pondéré. Toujours l'indice phare des États-Unis fera un drawdown de moins de 10% au courant de 2025. Les mid-cap surperformeront les big-cap. Le MSCI World Healthcare surperformera le MSCI World tout court, et le CAC 40 surperformera le DAX allemand. Donc vous en faites ce que vous voulez, mais c'est plutôt intéressant à avoir dans un coin de sa tête, puisqu'en général, Tommy Doziek pour Zone Bourse fait de très bonnes analyses, et je crois qu'il avait monté un portefeuille lui-même, toujours pour Zone Bourse, qui s'est payé le luxe de surperformer ces dernières années alors qu'on avait un SP500 qui était déjà très très fort. Donc voilà, c'est pour les boursicoteurs, les aficionados de la bourse traditionnelle. Et j'en viens donc au nerf de la guerre crypto et ce qui nous intéresse là pour les 2-3 prochains jours, avec premièrement le sujet de la liquidité. Et vous savez à quel point c'est ce qui a un impact assez colossal par rapport au marché crypto, et en ce moment on a un retrait en fait de liquidité via divers mécanismes. On a le repos, enfin voilà, je vais pas rentrer dans les termes trop techniques et dans ce qui se passe sur la bourse américaine voire mondiale la nuit par rapport aux prêts, par rapport aux collatéraux et par rapport à cette période de jonction en fait, notamment du côté de voilà ce qu'on appelle justement le repos, où on a besoin d'avoir des prêts qui se font overnight pour passer d'une journée à l'autre et pour avoir des contrats qui continuent de rouler. Bref, je pense que je suis déjà en train de vous perdre, donc ça n'est pas le but, et on va essayer de rester dans les grandes lignes puisque c'est aussi le but de cette chaîne, de vulgariser au maximum. Et donc ce qui est en train de se passer, c'est que la Fed, la liquidité en ce moment au niveau des États-Unis en tout cas, puisque le supply mondial, lui, est un peu plus puissant par rapport à ce qui se passe au travers de la planète. Et en fait, même si on ne pourrait pas qualifier ça de tightening, c'est-à-dire un resserrement de liquidité qui est à l'origine même de justement ce qu'on a pu avoir ces derniers trimestres avec la Fed qui petit à petit retirait de la liquidité purement et simplement. Là, on est quand même passé récemment d'une liquidité qui avoisinait au début, on va dire sur le premier trimestre 2024, 6600 milliards, à des points bas qui sont de plus
plus en plus bas et des points hauts qui le sont tout autant pour venir s'établir autour de 6 000 milliards. Donc c'est pas non plus la descentada de l'année, et d'autant plus que nous sur l'automne ici on a quand même réussi à choper le petit mouvement qui était passé de 5 900 à 6 100, et on voit que ça a permis notamment au marché crypto de se faire un petit plaisir, mais c'est quelque chose à avoir dans un coin de notre tête pour la suite, puisqu'on est tout le temps en train d'observer aussi ce qui est en train de se dérouler au niveau des États-Unis, mais il y a également la Chine, il y a le Japon, et il y a pas mal de choses en fond de salle qui sont en train de se mettre en place pour 2025 et beaucoup plus long terme bien entendu, le tout avec des décisions là aussi qui seront américaines centrées par rapport à ce que va faire Donald Trump à compter du 20 janvier 2025. Vous avez le petit graphique du repos également par rapport à ce qui était mis en avant il y a quelques instants, là c'est le reverse repo d'ailleurs, et vous avez le SOFR donc avec les fonds et le liquidity squeeze comme il l'appelle qui a commencé à compter du 20 décembre, et on voit que c'est là où on a eu un peu plus de volatilité qu'à l'accoutumée. Donc vous vous en doutez aussi, sur la fin d'année il y a beaucoup de débouclage de positions, il y a eu le fameux vendredi des 4 sorcières, tous les contrats ont besoin d'arriver à maturation pour ensuite être débouclés et pouvoir mettre ça dans la comptabilité. J'ai cru comprendre en plus pour les États-Unis en particulier qu'il y avait d'un point de vue comptable pur et dur la possibilité d'acter des pertes quand bien même vous êtes sur une position gagnante, de la fermer et derrière de la réouvrir début janvier pour de nouveau partir sur quelque chose qui sera un peu plus carré, un peu plus clean. Donc tout ça mis bout à bout, on est quand même sur une période qui est un peu casse-gueule sur les fins d'année. C'est quelque chose à prendre en considération même pour l'an prochain, pour 2025. On a deux périodes en fait qui sont un peu critiques pour les marchés souvent. C'est pour nous, pour le marché crypto, un cheval sur la fin du premier trimestre et du second qui nous conduit vers l'été, et l'été souvent est pas terrible pour le marché crypto. Et ensuite on a un mouvement un peu plus erratique également sur la fin d'année, et là c'est crypto / bourse traditionnelle. Également par rapport à tout ce qui est en train d'être discuté en ce moment, que ça soit pour Mika, pour l'USDT, pour la Travel Rule, je pense qu'on va faire une émission dédiée autour de ça, ou un live, ou peut-être même on en discutera avec des avocats fiscalistes qui sont très au fait, puisque eux aussi doivent connaître toutes les nouvelles règles qui arrivent, et souvent ils ont bossé autour du sujet pour essayer de faire détendre un peu le côté régulatory de la chose. En tout cas pour le moment, à compter du 30 décembre, c'est-à-dire dans 48 heures, l'USDT ne va pas devenir illégal en Europe, mais les échangeurs centralisés ne sont plus censés, en tout cas sur le papier, vous le proposer au trading sur les différentes plateformes telles que Binance ou bon nombre d'autres. Donc c'est l'USDC au final qui remplit toutes les coches pour continuer d'être tradé comme ça sur les différents échangeurs, que ce soit Binance, Coinbase, Kraken et tous ceux qu'on connaît aujourd'hui. L'USDT, vous pouvez continuer à l'utiliser notamment en DeFi, et en gros il va y avoir une période de transition effectivement par rapport à la compliance MiCA qui va de 6 à 18 mois pour être pleinement acté, on va dire, d'ici la fin d'année 2026. Ça va pas se faire comme ça, comme un interrupteur on-off. La problématique, c'est que actuellement, avec des échangeurs américains qui n'ont pas envie de se prendre la plupart du temps la tête, ou même Tether qui n'a pas eu envie immédiatement d'aller farfouiller pour passer un agrément PSAN renforcé ou des trucs comme ça, chose qui pour aujourd'hui serait quand même assez compliqué à mettre en place dans un laps de temps relativement court, et ils ont pris le parti eux de dire l'Europe c'est pas peut-être notre plus gros marché, donc on verra ça dans un second temps. Et plus que ce qui est en train de se dérouler face à USDT, où on voit finalement beaucoup de outflow sortir des échangeurs centralisés pour être convertis en USDC ou en diverses autres crypto-monnaies. La problématique, ça va être à compter justement de ce 31 décembre 2024 également, la TFR, la Travel Rule, qui pour quiconque en zone européenne utilise un échangeur centralisé, va devoir justifier du wallet sortant, du wallet entrant, de l'identité du wallet sortant et du wallet entrant, et potentiellement à partir d'un trigger qu'ils ont mis à hauteur de 1 000 €, vous devrez également justifier de la preuve des fonds, de comment vous avez obtenu ces fonds, la traçabilité même sur un wallet non custodial de type Ledger, MetaMask, Krabi, Solana, Phantom ou tout ce que vous voulez pour prouver que vous en êtes le détenteur. Donc ça, je ne sais pas exactement quelle va être la procédure, mais c'est catastrophique
puisque ça va permettre de leur côté d'avoir une base de données qui tôt ou tard fuitera, vous vous en doutez bien, comme toutes les bases de données, avec le nom rattaché à un wallet, rattaché à une somme globale qui a transité face à un portefeuille ou qui est toujours sur ce même portefeuille. Donc on est sur une vraie attaque au niveau de la vie privée. Malheureusement, ça va être assez catastrophique autour de ça et c'est pour ça que, au-delà du FUD, de ce qui est en train de se passer autour de USDT, qui avait légèrement dépeg, avec beaucoup d'outflow, oui c'est vrai, et voilà, on va avoir quelques jours, voire une bonne semaine de tumulte autour de ça. Je pense que ce qui devrait plus nous inquiéter actuellement, c'est le côté vie privée par rapport à la zone européenne. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà des stratagèmes face à tout ça, si vous pensez n'utiliser plus que la finance décentralisée, si vous pensez qu'il y aura d'autres projets qui finalement vont voir le jour pour permettre comme ça d'avoir un règlement un peu plus détendu tout en ayant l'agrément MSAN pour pouvoir officier en Europe et en étant le plus clean possible. Et d'un autre côté, il y a les cypherpunks de la première heure qui rejettent tout ça en bloc, qui disent on utilise Bitcoin en peer-to-peer, voire le Monero au niveau des monnaies non traçables, pour le Monero, pas pour Bitcoin. Et donc voilà, aujourd'hui on a deux camps qui vont vraiment s'affronter. Je pense aussi qu'au niveau des échangeurs centralisés / plateformes, on va avoir du zèle dans un premier temps. Ils vont vous demander tout et n'importe quoi comme papier pour se couvrir, jusqu'à vous faire quasiment un contrôle fiscal sur pièce, comme le ferait le fisc français par exemple. Sauf que ça ira beaucoup trop loin par rapport à leurs vraies prérogatives et ce qui leur est accordé comme privilège de contrôle. Donc là aussi, on va avoir des contre-attaques selon les pays, de personnes qui vont prendre des avocats qui vont dire il y a telle plateforme qui m'a gelé les fonds, je veux pas donner les papiers qu'ils m'ont demandé, comment on fait derrière? Donc globalement, ce message n'a pas pour but d'être alarmiste ou quoi que ce soit. Je sais que voilà, il va y avoir des personnes de nouveau qui vont me dire dans les commentaires que c'est un peu pessimiste. C'est juste pour vous prévenir de ce qui est en train de se mettre en place là immédiatement, avec des plateformes qui ont repoussé l'échéance en mode autruche, la tête sous le sable, jusqu'au 28, 29, 30, 31 décembre et qui aujourd'hui sont en train de couper dans le lard immédiatement, d'envoyer des requêtes à tout le monde, d'envoyer des mails et en disant maintenant soit vous prouvez tout ce qu'on vous demande entre guillemets, soit vous devenez persona non grata sur la plateforme et par rapport à toute cette régulation qui est en cours. Sans transition, l'analyse technique, donc on est autour des 95, backtest de la moyenne mobile 50 journalière par le sud, il va falloir clôturer je pense la semaine au-dessus de 95 sous peine justement de descendre au palier inférieur qui est autour de 85, voire du palier suivant à 80, voire du palier suivant à 75. Donc au final, que ça soit les Fibo, que ça soit les moyennes mobiles, on est plus ou moins aligné sur des 5 en 5 si on descend, 85, 80, 75. Voilà, c'est pas non plus catastrophique, mais c'est clair que comme bon nombre d'entre vous, la seule question que je me pose aujourd'hui, c'est si à partir d'un Bitcoin qui a trouvé pour l'instant son top local à 108, on allait en direction, voilà, dans un premier temps des 85, ça fait un moins 20%, les 80, ça fait un moins 25%, et les 75, on est sur un bon moins 30% des familles. Donc c'est de l'ordre du possible, même au cours d'un bull run, c'est pour ça qu'il faut de temps en temps savoir se protéger, se payer, prendre des petits profits en cours de route si vous jouez ce cycle-là. Si vous venez d'arriver, clairement, le seul tips que je pourrais vous donner aujourd'hui, c'est d'avoir un horizon de temps qui va de 2 à 4 ans supplémentaires. Le but, c'est de prendre en considération qu'on a quand même fait 15 000 à 108 000 sur BTC. Peut-être que du côté des alts, il reste un peu plus de jus, c'est clair et net, mais de considérer qu'à minima du côté du Bitcoin, ce cycle s'est déjà déroulé à 75-80%, et au moins vous partez avec cette sérénité pour ceux qui découvrent que ça soit cette chaîne aujourd'hui ou le marché des crypto-monnaies, de vous dire ok, ça me laisse 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, pour parfaire mon éducation, prendre le truc à la cool, commencer à regarder avec 100 balles un peu comment ça se passe et apprendre, comprendre comment fonctionne la blockchain et le Bitcoin pour petit à petit comme ça être totalement aligné avec ce que je suis en train de faire et mes investissements. Le crypto total pareil assez dégradé, 3220 milliards, on est autour de la zone neutre au niveau du momentum MACD en journalier. Ça a permis de purger quand même le RSI en daily donc c'est pas si moche mais je me méfie bien entendu de la petite écartade
stade qu'on pourrait faire à 80-85 000 $. 75, ça me paraît un peu aventureux, mais on va dire 80-85, vu qu'on est autour de 95, c'est pas non plus la mer à boire. Crypto Total de Desalt continue de consolider au-dessus du support des 1280. Là aussi, on va voir comment ça va sortir, et ça va forcément sortir sur la première semaine de janvier. Et enfin, le Crypto Total 3, lui, consolide entre la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 20. On est cloisonné entre les 900 milliards en bas et les 1000 milliards en haut après avoir topé autour de 1160, sachant que l'ancienne ATH était à 1130, quelque chose dans ces eaux-là. Voilà, donc on avait fait un léger bébé nouveau micro ATH pour le Crypto Total excluant Bitcoin et Ether, et pour le moment ça n'est pas passé, mais on voit que ça n'est pas non plus si catastrophique que ça du côté des alts, face malgré tout à une Bitcoin dominance qui est très très haute perchée, toujours à 58%. Là aussi, est-ce qu'elle va se faire rejeter salement début 2025 pour avoir sur le premier trimestre 2025, en même temps que Bitcoin ira en direction des 120 000 $ et plus, la fameuse alt season qui vient à se déclencher par la suite? En tout cas, c'est quelque chose qu'il va falloir observer de très près. ETH BTC nous fera peut-être un W en devenir par la suite ici, entre les 0,032 et les 0,04 sur lequel ça a buté récemment, et contre le dollar, on est à 3352. Fin de la réalisation en hebdo de cette séance, on est en daily ici, mais vous la voyez quand même, et on pourrait avoir donc ce qui s'apparentait à une épaule tête-épaule inversée pour avoir la finalité de ce qui nous ramènera ensuite à 4000, franchissement des 4005-5000, et ensuite on part en price discovery avec un Ether qui là aussi a été vachement décevant jusqu'ici, mais respecte finalement lui-même sa propre cyclicité si l'on s'en fie au cycle justement de 2019 à 2021. Le SP500 a clôturé sur du rouge vendredi, 5970, donc là aussi on commence à se poser pas mal de questions aux States par rapport aux décisions de la Fed, par rapport aux attentes. Est-ce que Donald Trump va être aligné avec ses promesses de campagne? Est-ce qu'il va avoir une politique ultra protectionniste? Il y a beaucoup de questions et beaucoup de réponses qui vont venir sur un temps où on est à peu près sur 3 semaines roulantes, voire pour ceux qui voient un peu plus large, les fameux 100 premiers jours du président qui ont souvent leur impact assez important par rapport à la direction qui sera prise ensuite. Le DXY, le dollar qui ralentit un peu autour des 108 points. Là aussi, c'est pas quelque chose qu'on a envie de voir mouner, bien entendu. Sinon, ça veut dire qu'on a effectivement cette politique protectionniste qui a été mise en place. Et dans tous les cas, dollar fort ou pas, je suppose que 2025, ça sera un peu trop tôt, comme je l'ai dit dans mes fameuses 10 prédictions pour 2025, pour approuver quelques réserves des États-Unis que ce soit. Le mieux qui pourrait nous arriver, ça serait d'avoir un temps long décalé sur 1 an ou 2 où ils disent « Ok, on va étudier le sujet ». Ok, on garde les bitcoins qu'on a saisis d'un point de vue justice en stock, mais pour l'instant, la réserve, ça reste en discussion multilatérale, puisqu'il y aura bon nombre de pouvoirs et contre-pouvoirs à consulter avant de pouvoir donner un son de cloche, bien que le président des États-Unis ait quand même pas mal de pouvoirs à lui tout seul, mais voilà, on reste dans une démocratie, j'ai envie de dire, et dans tous les cas, c'est quelque chose qui prendra du temps. Le temps administratif, c'est pas le temps où on claque des doigts 20 janvier et ça y est, c'est parti. On finira, une fois n'est pas coutume, avec le gold, avec un gold qui, depuis quelque temps, lambine un petit peu entre les 2560 et les 2720. On est toujours dans un petit range ici qui commence à ressembler à pas grand-chose d'ailleurs. Donc je pense que ça aussi, on est dans une latéralisation, dans une attente par rapport aux métaux précieux, de ce que va faire concrètement Donald Trump par rapport au reste des conflits, notamment, qui sont pas mal imbriqués, notamment en Europe, on va pas refaire la carte, et au niveau du Moyen-Orient. Donc c'est des choses qui auront leur importance, notamment aussi la Russie, Taïwan, la Chine, la Corée. Enfin, il y a pas mal de petits trucs qui aujourd'hui ont une importance d'un point de vue géostratégique et politique mondial, et je pense que voilà, on en attend beaucoup au final d'un point de vue généralisé par rapport à cette élection de Donald Trump. C'est pas ça qui va changer la face du monde, bien entendu, mais c'est quelque chose qui, en tout cas, niveau catalyseur pour les marchés, aura son importance sur le court et moyen terme. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent début de week-end et de vacances pour ceux qui y sont. Pour ma part, je vous retrouve lundi. N'oubliez pas, vous avez la newsletter de l'Oracle qui est gratuite. Et passez un très bon week-end. Ciao, ciao.